Et puis l'acte de bâtir et la spiritualité, on en parle ce matin, Sarah. Notre invité du jour pourrait peut-être dire que quand la vision du cœur, le basira, prime sur la vision sensorielle, al-basar, on peut tout naturellement faire de l'architecture l'acte de matérialiser le beau dans lequel pourrait se vivre ou se réfugier, c'est selon la spiritualité. Le lien peut sembler évident au regard de certaines sublimes mosquées, églises ou synagogues de par le monde, mais est-ce que le rapport se cantonne justement au lieu de culte? Est-ce que l'architecture a pour fonction de matérialiser une transcendance, une spiritualité pour faire passer un lieu de son simple rang fonctionnel à un rang supérieur, plus sublime? Auquel cas peut-on ou doit-on en avoir plus de doses dans nos villes? Architecture et spiritualité, avec nous pour en parler ce matin, Yasmina Sbehi, architecte, chercheuse et conférencière spécialisée dans les questions de patrimoine matériel et immatériel. Yasmina Sbehi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Alors, pour illustrer notre sujet en quelque sorte finalement, est-ce qu'on peut commencer par parler de l'exposition de Ali Barada? Il me semble que vous avez choisi cette exposition pour parler ce soir à la galerie Les Tours Végétales du sujet suivant, architecture et spiritualité, le lieu et l'esprit du lieu. Tout à fait. L'exposition de Ali Barada est absolument magnifique parce qu'elle décrit son propre cheminement spirituel et qu'il nous livre à travers des images fabuleuses, des endroits qu'il a visités. Ça, c'est l'esprit qui anime le lieu, qui est la galerie des Tours Végétales. La spiritualité, Yasmina Sbehi, est-ce que elle peut être une source d'inspiration pour réaliser des œuvres architecturelles, et est-ce que le rendu sera forcément à connotation religieuse, selon vous? On dit déjà que l'architecture, c'est le livre de l'humanité. C'est à travers l'architecture, c'est à travers le bâti qu'on peut mesurer la grandeur d'une civilisation, le niveau de son intelligence, sa force, son savoir-être, son savoir-vivre. Rachida Chachi. Pour Yasmina Sbehi, architecte, chercheuse et conférencière spécialisée dans les questions de patrimoine matériel et immatériel. Alors, il y a tout un débat qui revient dans le monde musulman, notamment avec le wahhabisme, qui est en train de réactiver un vieux clivage dans le rapport qu'on peut entretenir le croyant à la question de l'incarnation esthétique de sa foi. On a eu les iconoclastes, les iconophiles, qui sont de rapport au sacré, deux manières de penser l'architecture. Pour certains, rien ne doit éloigner l'âme de la contemplation de la beauté de Dieu. Et donc le lieu de culte doit être un lieu sobre, un lieu d'ascèse, un lieu dépourvu de tout ornement. De l'autre côté, on a l'approche iconophile, globalement, qui dans le monde musulman a permis de bâtir des merveilles, et dans le monde chrétien, avec les cathédrales notamment, qui propose un autre rapport. C'est-à-dire que quand on entre dans un endroit sacré, donc quand sacré, il doit nous transporter, nous sublimer, et doit être le prolongement de la beauté de ce que devrait être l'âme du croyant, du musulman. Donc c'est une forme de reflet de sa propre âme que l'on voit dans l'architecture. Donc aujourd'hui, ce débat est en train d'être réactualisé. Et on le voit même au Maroc, petit à petit, pour gagner du terrain. C'est-à-dire, quelle est votre réponse par rapport à ce faux débat en réalité ? Je vous remercie pour la question parce qu'elle est tout à fait d'actualité. De tout temps, l'homme a toujours ressenti le besoin d'ériger un bâtiment pour la gloire du Seigneur. Maintenant, est-ce que ce bâtiment doit être sobre dans sa réalisation ou est-ce qu'il doit être agrémenté? Quand on dit fi buyutin adina Allah an yurfa'a wa yudkara fiha ismuhu, je traduis, dans des maisons où Dieu a autorisé que son nom soit glorifié. Maintenant, quand on sait que Dieu a pour un de ses noms, c'est le beau, on a tendance dans la démarche spirituelle à manifester le beau dans tout ce que nous faisons, entre autres dans l'édification d'un bâtiment qui est consacré à la prière du beau. Mais Frixigli, vous souhaitez réagir? Oui, parce que c'est vrai que on peut penser uniquement à l'architecture religieuse, c'est-à-dire l'architecture des lieux de culte, etc. Mais il me semble que l'architecture peut impliquer effectivement une démarche spirituelle ou d'ailleurs impliquer des symboles, une symbolique qui va ramener à une élévation et ou à une religion d'ailleurs.
dans son essence même, sans qu'il s'agisse d'un bâtiment religieux. Il est évident qu'effectivement, pour la religion, il y a eu des grands efforts qui ont été faits. Une vision de l'architecture dans différentes zones géographiques s'est élevée, en particulier du fait de l'architecture religieuse. Mais on peut penser aussi au fait que, si on prend par exemple les villes européennes du Moyen-Âge et ensuite de la Renaissance, la majeure partie des maisons intégraient des éléments religieux à l'intérieur, soit qu'il s'agisse d'une petite niche pour une statue sacrée au coin de la rue, ça c'était assez commun dans beaucoup de villes, soit pour intégrer carrément une chapelle à l'intérieur de la maison. Mais on peut aussi penser tout bêtement à d'autres aires géographiques, d'autres théories finalement de l'intégration entre l'espace naturel et le sacré ou le sacral. Dans ce cas-là, on peut penser au Feng Shui, qui effectivement normalement est en soi une démarche qui est spirituelle, normalement d'intégration dans un environnement, dans des énergies, etc., qui implique au sens premier du terme l'architecture, puisqu'il va falloir construire en fonction de ces règles-là. On peut aussi penser au fait que l'architecture, même d'un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus profane, peut se faire selon un calendrier qui, lui, sera déterminé pour des raisons spirituelles et ou religieuses. C'est le cas notamment lorsqu'on entreprend n'importe quelle construction en Chine. Quelle qu'elle soit, il va falloir déterminer le jour où la construction sera heureuse, etc., oui, etc. Donc, d'une manière générale, l'architecture étant un investissement lourd pour l'humanité, l'humain, une civilisation quelle qu'elle soit, puisqu'il s'agit de construire l'environnement dans lequel on vit, il est évident que c'est quelque chose qui est forcément pétri de symboles. Et ces symboles sont ceux que l'on va retrouver également dans la plupart des religions, dans la plupart des spiritualités, comme marqueur justement de cette limite un peu floue dans l'espace, entre l'espace normal, notre vie de tous les jours, et notre aspiration à la transcendance qui doit pouvoir s'exprimer par l'art, en fin de compte, et l'architecture en fait partie. Yasmina Sbehi. Oui, c'est ce que j'appelle, moi, le concept de l'architecture 5D, puisque la réalisation matérielle du bâtiment, c'est la dimension 3D. En y ajoutant la dimension temps, on est dans la 4e dimension. Quand je dis temps, c'est le temps de penser la réalisation, le temps de la projeter, le temps de la bâtir, le temps de la vivre et la durée du bâtiment lui-même. Et après vient la 5e dimension. C'est le poids de ce bâtiment. C'est l'esprit du lieu que j'aborderai ce soir dans la conférence. Alors, Mortada Kalami pour Yasmina Sbehi, qui, je le rappelle, donc, va animer une conférence ce soir à la galerie Les Tours Végétales sur l'architecture et la spiritualité. Oui, alors j'aurais la question qui me viendrait à l'esprit. Je pense aux travaux de Burkhardt ou aux travaux de Kumaraswamy qui rappellent que effectivement que tout objet étant un support de méditation et de contemplation, la moindre des tâches quotidiennes, l'artisanat et l'art en général permettent de ramener toute tâche quotidienne à quelque chose de supérieur. Et ça peut être aussi le cas pour l'architecture, Burkhardt ayant évidemment beaucoup travaillé sur la ville de Fès. Donc je me demandais, vous, quelle était votre lecture, ou s'il y a quelque chose que dans l'architecture de la Médina de Fès qui ait pu vous inspirer ou nourrir votre travail, une anecdote. J'ai presque l'impression que votre question est orientée. Bien évidemment, Fès, j'y suis viscéralement attachée, puisque mon maître spirituel, une grande figure du soufisme, qui est Sidi Ahmed Tijani, son mausolée est à Fès, sachant que dans le monde, il y a 450 millions de disciples Tijani qui ne peuvent pas forcément tous venir en pèlerinage, mais qui savent que Fès existe grâce à cette figure. C'est ça l'esprit du lieu. Alors, c'est parfaitement clair ce que vous dites sur l'esprit du lieu, mais est-ce que par architecture on entend la construction, la conception de lieux supposés faits pour des activités spirituelles, ou est-ce qu'il s'agit de respiritualiser des lieux, même dans l'espace profane, dans la cité, à travers une architecture qui, de par des matériaux particuliers, une espèce d'authenticité recherchée dans les formes, et l'usage qui est fait aussi du lieu de vie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a la place pour une école d'architecture
qui véritablement poserait la question du rapport entre l'homme en tant que corps-esprit dans un lieu où il doit pouvoir justement prendre la pleine mesure de ce qu'il est en tant qu'humain, en tant qu'esprit, en tant qu'individu qui n'est pas fait simplement que pour produire du temps de travail, de l'aliénation, mais aussi produire des rapports sociaux, l'écoute de soi-même. Est-ce que vous pensez qu'il y a matière à puiser soit dans un patrimoine particulier, soit tout simplement dans un travail que vous faites certainement, la matière d'un espace qui serait justement un espace qui remettrait l'individu dans sa verticalité, pas simplement dans une architecture purement horizontale et purement, j'allais dire, utilitariste et productiviste. C'est-à-dire qu'on dort, on se lève, on sort de chez soi, on met la voiture au garage, et finalement on n'est pas dans un lieu, on est dans un lieu de vie, on est dans un lieu d'expression de soi, mais on est finalement dans une sorte d'espace, de géométrie qui nous empêche de nous penser comme tel. Est-ce que c'est possible justement, puisque vous êtes architecte, est-ce que c'est possible d'influer aujourd'hui sur les futurs édifices de demain? Bien entendu. Dès l'instant où on sait qu'un espace n'a de sens que par l'usage qu'on en fait, dès l'instant où l'architecte ou le bâtisseur est conscient qu'il doit mettre l'homme au centre de ses projections, donc adapter le lieu à l'âme qui va y vivre, puisque la dimension spirituelle d'un espace, elle vient de l'homme, elle vient de l'usager. Alors, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on peut penser des logements sociaux pour des gens pas très riches et qui auraient droit aussi à respirer, à se réfléchir, à se penser, à être dans leur verticalité par rapport au cosmos, ou est-ce que c'est juste pour les happy few qui vivent dans des tours végétales, grand bien à leur face, on est content pour eux? Je vous remercie encore une fois pour cette question, parce que c'est là où j'insisterai, moi, sur la dimension sociale du rôle de l'architecte. Et dès l'instant où on introduirait un enseignement d'ordre spirituel dans la formation de l'architecte, l'architecte de demain sera conscient qu'il doit mettre l'homme au centre de ses préoccupations, et pas seulement des préoccupations mercantiles. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus. Pour multiplier la productivité du logement, on oublie pour qui on construit. Rachid Echagi. Puisque vous avez évoqué le concept d'esprit du lieu, ou de genius loci, chez les Romains, que l'on trouve même chez les Japonais, chez toutes les cultures, j'aimerais faire un petit détour chez Augustin Berg pour revenir vers ce concept-là, où il part du principe que l'esprit du lieu ne réside pas dans la nature, en tant que donnée objective, en tant qu'environnement, mais habite et réside dans un monde, en tant qu'il est un dialogue entre l'individu en tant que sujet et entre la nature en tant que ce qui ne suppose pas l'existence de l'homme. Donc c'est un dialogue entre les deux qui permet de faire émerger une cosmogonie et donc une cosmophanie qui va être accueillie par un lieu. Ou une théophanie qui va être incarnée par un saint qui va être enterré quelque part et qui va incarner cette théophanie renouvelée et permanente. Mais ce genre de perspective, je ne sais pas si vous adhérez ou non à cette lecture-là, je prends plein de raccourcis, ne permet pas une projection de l'esprit du lieu en dehors de ce qui a été consacré et ce qui est considéré comme sacré. Et donc le profane se voit par nature privé de l'esprit d'un lieu ou l'esprit du lieu. Donc on ne peut penser la question de l'esprit du lieu que dans le périmètre du sacré et non dans le périmètre du profane. Et donc le fait de reprendre toute la symbolique et tout le rapport qu'on entretient au sacré en tant que lieu d'accueil de l'esprit du lieu dans le profane ne va être que des simulacres de sacré. Et donc on pourra parler d'esthétique éventuellement, mais pas de spiritualité. C'est pas des raccourcis. C'est un peu, c'est pas comme imiter la Mecque. Je veux dire, on va reconstruire plusieurs petites Mecques, sera authentique à la Mecque en termes de forme géométrique, mais ça sera pas la Mecque. Bon, déjà, il faut savoir que quand on parle d'esprit du lieu, c'est toute la dimension patrimoine à laquelle on fait référence, pas uniquement le sacré. Et donc, l'esprit qui anime un espace, il s'offre à toute personne qui pénètre cet espace. La question est de savoir, est-ce que la personne qui rentre dans cet espace est consciente de où elle rentre et vers quel esprit elle s'oriente en rentrant dans un espace. C'est là où il est important de sensibiliser l'opinion publique générale, le consommateur, le public, l'usager de la dimension culturelle de son patrimoine. C'est très important, la culture patrimoniale.
Et quand on rentre dans un espace, on sait où on rentre et ce qu'on est capable de recevoir et ce à quoi on se prépare à recevoir comme énergie, comme histoire du lieu et tout le bénéfice qu'on peut en tirer. Mais en l'occurrence, tout cela n'existe finalement que pour ou l'architecture traditionnelle ou pour l'architecture de grand architecte, pas l'architecture de grand ensemble. Je m'explique. On va retrouver cette dimension de l'esprit du lieu dans des lieux très modestes, partout dans le monde. Par exemple, au Japon, vous avez des maisons qui sont construites pour ne durer que 20 ans, en bois et en papier. Sont des architectures très fragiles, mais qui sont aussi extrêmement soignées justement dans les détails, parce que le beau, le bon et le bien se rejoignent, et que donc effectivement une architecture qui permettrait justement un bon feng shui, une bonne interface avec le reste du monde, doit passer par ces détails très très simples, même si la durabilité du lieu n'est pas nécessairement le point primordial. Ça peut être un arbre, ça peut être une source d'eau, pas forcément ça peut être n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver ce genre de choses sans difficulté. Mais quand la difficulté est de créer effectivement des grands ensembles architecturaux en ville, même au Japon, vous n'allez pas retrouver exactement cela. Ou alors seulement pour des grands des immeubles qui, eux, effectivement, ressemblant aux tours végétales, vont correspondre à un certain standing. Sinon, effectivement, l'économique va prendre le pas. Et l'économique va déterminer la première base de l'architecture, qui est de dire faut mettre un toit au-dessus de la tête des gens. Mais tout le reste de l'architecture, qui est de dire il faut organiser notre relation à l'extérieur, il faut organiser à la fois un cocon intérieur, ce que les Nordiques savent très bien faire, par exemple, parce que l'extérieur est rude, et que donc à l'intérieur on doit pouvoir se sentir protégé, etc. Et c'est une dimension spirituelle à l'habitation dans laquelle on vit finalement, puisque en effet toute l'intériorité y compris spirituelle, va se dérouler à l'intérieur des maisons. On ne va pas sortir pour ça, donc ça change considérablement le rapport au monde. Mais on ne va plus avoir ça, on ne va plus avoir ni cela, ni au contraire la volonté d'effacer au maximum l'architecture qu'on a dans d'autres régions du monde pour s'intégrer à un paysage qui est lui-même considéré comme plus ou moins sacré ou plus ou moins patrimonial. On ne va pas avoir ça. On a un espace là au sol qui correspond à X mètres carrés, et là-dessus faut faire tenir X personnes. Et donc, on va construire en hauteur, on va construire comme on peut. On l'a vu dans l'architecture sociale au Maroc. On a eu une période où on a fait en sorte d'essayer de respecter les habitudes des gens. On a construit les habous, on a construit les 4x8, on a construit tout ça. Et maintenant, on construit des HLM. Et dans ces HLM, on est censé prévoir des écoles, des parcs et des mosquées. Il n'y en a pas. Yasmina Sbahi. Ça, c'est tout un débat. Hein. On va rentrer dans des considérations d'ordre politique. Mais j'en suis loin. C'est politique. Vous me direz tout est politique. C'est pour ça que je considère que le rôle de l'architecte dans la cité est important. Et qu'il doit... C'est la vie de la cité, après tout. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je considère, je le répète, que le rôle de l'architecte est important. Si l'architecte est conscient de sa mission, comme on dit, de lieutenance de Dieu sur terre finalement, parce qu'il est capable de créer à partir de rien, à partir d'un vide. S'il est conscient de son rôle, de l'impact qu'il a sur l'environnement, de l'impact qu'il a sur la vie des gens, à mon avis, l'intention qui va devancer la projection du dessin du projet sera très différente de celui qui n'a d'autre souci que de caser des centaines de personnes dans une parcelle foncière déterminée qui lui est allouée. Yasmina Sbahi, vous allez bientôt révéler, en manque de temps malheureusement, le résultat de votre périple. On a lu ça dans la presse, sur les pas des saintes Waliyat du Maroc, une histoire de communion avec le féminin sacré. Est-ce que vous avez une date à nous communiquer? Je peux vous dire que personnellement, j'aimerais que ce soit au plus tôt, au plus vite, parce que c'est un élan que j'ai bien évidemment envie de partager avec tout le monde, mais c'est beaucoup de travail. Je suis en phase de finir. Et comme je compte livrer ça dans les deux langues, et que ma réflexion cartésienne se traduit d'abord en français, mais je dois aussi partager ma réflexion en arabe. Donc il me faut un peu de temps pour synthétiser les deux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le sujet est important,
parce que la femme aujourd'hui est au cœur de nos préoccupations. Elle est stigmatisée par la radicalisation religieuse, et il est bon de rappeler à ces obscurantistes que la femme de tout temps a joué un rôle important dans le monde scientifique, dans le monde spirituel, dans le monde économique. Et là, en l'occurrence, puisque je suis dans ma lancée sur les pas des saints, ayant commencé par le premier ouvrage sur les pas de Sidi Ahmed Tijani, et ben là, je poursuis sur le pas de ces femmes qui ont marqué l'histoire du Maroc, et il est bon de le rappeler. En tout cas, l'exposition, et là je parle sous votre contrôle, l'exposition de Ali Brada et votre conférence intitulée Architecture et spiritualité, le lieu et l'esprit du lieu, eh bien, aura lieu ce soir, n'est-ce pas, à la galerie Les Tours Végétales à partir de 21h30. À ce soir. Merci beaucoup Yasmine Asbihi. Je rappelle que vous êtes architecte, conférencière et écrivaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Merci également à l'ensemble des chroniqueurs pour vos interventions aussi.